toutes et à tous et bienvenue à la journée Start and Up. Start and Up est le fruit d'une collaboration inédite entre 7 structures d'incubation et d'accélération. Innovact, Creative Labs de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, l'accélérateur EdTech de Neoma Business School à Reims, le village by CA de Besançon, Rainbow Tech à Charleville-Mézières, l'accélérateur Grand Est Scale Innove et le No-Tourisme Lab de Châlons en Champagne. Je suis la directrice adjointe du campus de Reims de Sciences Po Paris. Au nom de notre institution, je suis ravie d'associer Sciences Po à cet événement qui mutualise pour la première fois autant d'acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat de notre région. Cet événement exceptionnel a été digitalisé pour toucher un plus grand nombre de participants. Vous êtes ainsi plus d'un millier à vous être inscrits. Nous nous retrouvons ensemble, à distance, autour d'une ambition partagée. Disrupter nos schémas de pensée classiques pour imaginer de nouvelles façons de créer, de collaborer, d'innover. Aujourd'hui, Start and Up vous propose de participer à une trentaine d'ateliers interactifs autour de l'émergence, de l'incubation et de l'accélération de vos projets, ainsi que des compétences transversales. Quel que soit l'état d'avancement de votre projet, il y aura un atelier pour apporter des réponses à vos questions et pour alimenter votre réflexion. Pourquoi Sciences Po soutient-il cette initiative? Une des missions principales de Sciences Po est de former les acteurs du monde de demain, de développer l'esprit critique de nos étudiants, la capacité d'une réflexion originale en prise avec les enjeux du monde contemporain, le sens civique et des responsabilités. Autant de compétences, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire qui leur permettront demain d'endosser des rôles de leadership, tant dans le secteur privé que public, et de penser outside the box. Le Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po est mobilisé pour favoriser la créativité et l'agilité, la solidarité et l'audace de nos étudiants. Ainsi, il s'engage depuis 2008 aux côtés des étudiants qui souhaitent s'engager dans un projet innovant, en proposant un programme d'incubation qui accompagne des startups innovantes avec plus d'une centaine de startups accompagnées à ce jour et plus de 350 CDI créés. Aujourd'hui, plus que jamais, la résilience, la capacité de s'adapter à un contexte inédit sont indispensables, non seulement à l'économie, mais aussi au vivre ensemble. Et c'est grâce à l'innovation que l'être humain a toujours su faire face à l'inédit. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée stimulante et enrichissante. Je laisse la parole à Jérôme, directeur d'Innovact, pour le mot des co-organisateurs. Merci. Bonjour à tous. Je vais remercier dans un premier temps Christelle Cordel pour son discours très inspirant et pour son accueil. Donc du coup, Start and Up, c'est une expérience entrepreneuriale à part entière que nous menons avec l'ensemble des 7 structures d'accompagnement qui ont été citées précédemment, de l'innovation en Champagne-Ardenne. C'est une aventure collective qui est incertaine jusqu'à maintenant et jusqu'à ce soir, avec des hauts, avec des bas, avec toute l'excitation de la définition du programme des 30 ateliers qui vous sont présentés, des pivots pour reprendre le langage startup avec le passage en full digital il y a quelques heures. Ça a été aussi la conquête de ses clients, c'est-à-dire vous, et nous sommes heureux de voir que vous y avez répondu présent. Nous espérons que cette journée va vous permettre d'emmagasiner des savoir-faire, des savoir-être, des mises en relation qui vous serviront dès ce soir dans l'aventure entrepreneuriale que vous vous êtes lancée. Au nom de tous les co-organisateurs, je vous souhaite donc un Start-up riche d'enseignements,
afin de transformer l'incertitude actuelle et future en création de valeurs concrètes. Je vous remercie du fond du cœur et je laisse la place à Philippe Bloch et à Dominique Lebrun pour la conférence que vous attendez tous. Merci Christelle Cordel-Paris et Jérôme Nassibou, et bonjour, bienvenue à toutes et à tous derrière votre écran. On ne l'avait pas imaginé comme ça, mais bon, je crois qu'il faut s'adapter, et je crois que l'adaptabilité, on va en parler avec notre invité du jour, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, qui est-il? C'est toujours difficile de dresser le portrait de quelqu'un, surtout quand il a eu beaucoup de vie, comme c'est le cas de Philippe Bloch. Il a commencé par être diplômé de l'ESSEC. Il a démarré sa vie professionnelle comme éditeur au groupe L'Expansion. Et puis finalement, ça a dû lui donner des idées parce qu'il a décidé lui aussi de faire travailler les éditeurs, avec Service compris, quelques 500 000 exemplaires, je crois, à l'époque. Il y a également eu derrière Bienheureux les fêlés, Opération Boomerang, qui était sous-titré 365 idées pour faire revenir vos clients à l'heure d'Internet. Ça, ce sera peut-être aussi un sujet d'actualité. Ne me dites plus jamais bon courage. Il paraît qu'on a un petit peu le droit de le dire maintenant. Tout va mal, je vais bien. Et encore Startup Academy. Puis on parlera du dernier, puisque c'est un peu ce qui va nous servir de fil conducteur. En parallèle de la plume, il a la chance d'avoir aussi une voix. En témoignent plus de 3500 conférences et animations de conventions en France, en Europe notamment. Plus d'1 million de participants à la clé. Il est aussi, il a été chroniqueur dans la presse écrite, en TV, en radio TV radio pendant plus de 14 ans. Et puis, écrire que tout le monde peut écrire, peut créer son entreprise, c'est bien beau. Le prouver, c'est encore mieux. Il l'a fait à plusieurs reprises, notamment en créant BRH Conseil, entreprise de communication. Il a également fondé l'enseigne Columbus Café, c'était une histoire de plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'enseigne exploite 250 points de vente, je crois, et près de 1500 salariés. Donc voilà, une vie riche. Mais aujourd'hui, on a envie de le voir, aussi parce qu'on a besoin, je crois, encore plus que jamais, d'optimisme, de trouver des raisons d'espérer. C'est pas simple, on est quand même dans un monde plus que complexe. Mais je suis confiant. Il a écrit en juillet, je crois, est sorti le dernier livre, Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Alors, on va justement parler de ce monde d'après, et j'ai tout de suite envie de vous demander, quelques mois après l'avoir écrit, est-ce que vous vous dites que l'on est parti pour être vraiment con, ou finalement il y a encore des raisons d'espérer? Merci de cette introduction, ça commence très fort. C'est un sous-titre un peu audacieux de ce bouquin que j'ai écrit pendant le confinement, parce que très vite j'ai compris qu'il allait se passer beaucoup de choses et que ce fameux monde d'après, d'ailleurs je m'aperçois que le titre Bienvenue dans le monde d'après, qui est le titre de notre conférence ce matin, est déjà démodé parce qu'en fait on est encore dans le monde de dedans, dans ce fameux monde qui a créé cette image du monde d'après auquel on comprend plus grand-chose parce qu'on sait plus très bien où on habite en ce moment. Mais effectivement, j'ai dit si on n'est pas trop con, non pas du tout par rapport à l'attitude des Français, parce que les gens ont tendance à mélanger deux choses en ce moment. Est-ce qu'on est trop con en ce moment? Il semblerait qu'on l'ait été dans certaines postures de non-distanciation, etc., qui aujourd'hui nous reconfinent. Ça, oui, on a été certainement un peu cons les uns les autres. En revanche, c'était pas là-dessus que le titre portait, c'était plutôt de se dire que ce que je trouve qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est que on pensait tous que le 21e siècle avait démarré il y a 20 ans. Moi, ma conviction, c'est qu'il a démarré il y a quelques mois à Wuhan, en Chine, et véritablement pour nous, Français, le 15 mars 2020, quand Macron a décidé de sacrifier l'économie pour sauver des vies. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 3 milliards d'individus vivent en même temps un truc absolument dingue, enfin, une liberticide à la limite, où on nous oblige à rester chez nous, à casser l'économie pour sauver des vies. C'est un truc formidable, mais ça prouve que vraiment ce 21e siècle, et j'entendais quelqu'un dire, c'est un peu notre deuxième guerre mondiale à nous, pour ceux qui ont vécu en fait le siècle précédent en fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques années, les Américains ont créé un acronyme pour définir le 21e siècle de VUCA. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, qui est volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. L'incertitude, elle est permanente. Aucun de vous dans cette salle, on est peu nombreux dans la salle, mais ici on est tous les deux, on a des gens qui nous écoutent, personne ne sait.
On est en attente d'annonces de Castex pour savoir de quoi comment on va faire demain. On n'a aucune visibilité. On est dans une complexité incroyable. La complexité, c'est de la complication avec de l'incertitude. Et l'ambiguïté, c'est intéressant parce que les volatilités, j'en parle même pas. La volatilité des cours de bourse, le chômage qui, contre toute attente, rebaisse alors que les magasins vont fermer. Enfin, on comprend plus rien à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ambiguïté, c'est que tout va dépendre du regard qu'on va porter sur les choses. Et tout à l'heure, la directrice de ce campus nous disait que tout va dépendre un peu de la façon et de notre état d'esprit. Et l'autre jour, je relisais d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est un texte qui est assez ancien, un texte d'Hervé Seriex, qui a écrit plein de bouquins intéressants, qui disait qu'on vit dans un monde sans boussole, en fait. Et il disait, en fait, on a perdu la maîtrise du réel avec l'irruption du virtuel, qui en même temps nous sauve le virtuel. Elle permet aujourd'hui de continuer à communiquer malgré le fait qu'on n'a pas le droit de se rencontrer. On a perdu la maîtrise du local avec l'omnipotence du mondial et ses effets papillons. L'effet papillon, c'est ce qui est arrivé avec une espèce de chauve-souris à la con ou de pangolin, on n'a jamais compris ce qui s'est passé, qui finalement est en train de pourrir nos vies, en fait, sans qu'on comprenne jamais d'où c'est parti. Et il se trouve qu'un tout petit truc dans un marché chinois est en train de bousiller toutes nos vies, en fait, de manière absolument incroyable. On a perdu la maîtrise du temps long avec le poids croissant de l'immédiat et de l'infobésité, évidemment, de cette information permanente. On a perdu le sens du collectif avec la prééminence du chacun pour soi et la maîtrise du sens avec le brouillard et l'incertitude. Ça, il y a des gens, quand Macron a dit que c'était une guerre, au début, on lui a un peu reproché ce terme. Après, on a dit que c'était une crise. Moi, je pense que ce n'est pas une crise parce que, alors bien, il y a une crise sanitaire, à l'évidence. Il y aura probablement une crise économique, elle est déjà là, et déjà une crise sociale. Regardez ce qui s'est passé hier soir à Turin, à Milan, de gens qui n'acceptent pas, en fait, de voir leur rêve brisé, leur rêve d'entrepreneur brisé. Mais la crise, la définition d'une crise, c'est que lorsqu'elle s'arrête, les choses reviennent à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale. Et ça, c'est intéressant. Et c'est-à-dire que je cite dans le bouquin un philosophe dont j'ignorais en fait à la fois l'existence et la signification du mot catastrophe, où il explique en fait que le mot catastrophe vient du grec strépho, qui veut dire tourner, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et moi, j'ai l'habitude de dire en ce moment que quelque part sous nos pieds, là, en ce moment, y compris à Reims où nous sommes, il y a sous terre, il y a des plaques tectoniques qui, lorsqu'elles se regrouvent, en fait, créent des tremblements de terre. Moi, je suis convaincu qu'en ce moment, il y a des tas de plaques tectoniques qui sont en train de bouger dans tous les domaines, qui vont totalement changer nos vies, nos façons de vivre, de réfléchir, de penser, etc., et qui vont bousiller énormément de choses, en détruire beaucoup, en reconstruire énormément, avec, à l'évidence, l'accroissement de tendances existantes. C'est-à-dire on n'arrête pas de l'entendre, mais il y a des tas de tendances qui étaient déjà à l'œuvre qui s'accélèrent. Il y a évidemment, et je pense que tous les entrepreneurs qui nous entendent aujourd'hui, quelque part, ont un bout de digital dans leur projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une digitalisation accélérée de nos vies. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer de réussir sans mettre de la data dans ce qu'on fait, sans mettre de l'intelligence artificielle, du cloud, de la 5G, etc. Il y a bizarrement, alors que ce n'est pas une crise écologique, une espèce comment te dire, de conscience écologique qui est en train de revenir extrêmement fortement. La RSE au sens large, la responsabilité sociale et environnementale est en train d'accélérer de manière phénoménale. Les entreprises à mission, la quête de sens, tout ce qui est lié, parce que ce confinement, il nous a fait nous arrêter, il nous a fait réfléchir à nos vies, à la façon dont on voulait les diriger. Il y a un truc qui est un peu plus inquiétant, qui est une source de business. Si vous cherchez des sources de business, à l'évidence, investissez peut-être moins dans le vêtement que dans la maison. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un repli sur soi aujourd'hui qui est absolument incroyable. Les gens veulent privilégier ma santé, ma vie privée, ma famille, ma sphère intime. Et puis, il y a aussi un autre élément qui n'est pas rigolo non plus. Mais il faut le savoir parce que vous écrivez mon tout premier bouquin que j'ai écrit très très jeune, à 26 ans, qui s'appelait Service compris, qui a eu un succès phénoménal. C'est un bouquin sur la qualité de service. Et ce qui est intéressant, c'est que la première personne qui m'avait appelé pour parler de ce bouquin s'appelait Bernard Darty. C'est l'homme qui a inventé la qualité de service en France. Et comme par hasard, c'est aussi l'homme, en fait, qui avait créé le contrat de confiance. Vous savez, le contrat de confiance chez Darty, c'est le truc qui fait que le client, il vainc ses peurs pour finalement vous préférer à un autre. Et la société française n'est pas confiante. J'aimerais juste le dire parce que la confiance en l'avenir, la confiance en vous qui créez vos boîtes, la confiance dans les autres, la confiance en tant que manager demain pour inspirer confiance, pour être charismatique, va être fondamentale. Il y a une statistique qui m'effraie toujours, parce que chaque année, il y a ce sondage qui pose une question aux Français et à plein d'autres pays. Est-ce qu'en général, vous faites confiance naturellement aux autres ? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde ? Vous voyez la question de dingue. Sachez qu'en France, 80% des gens vous disent « je me méfie de tout le monde ». En gros, il a une bonne gueule, mais il vaut mieux se méfier. Et plus on monte vers le nord de l'Europe, la Suède par exemple. Danemark, c'est complètement l'inverse, notamment. Absolument. Et plus vous montez vers le nord de l'Europe et vers des pays scandinaves où on est plus heureux, où on se dit plus heureux, parce que là aussi, je rappelle un truc, c'est que les Français ne sont pas heureux. Vous savez que sur l'échelle du bonheur, quand on demande à plein de pays, est-ce que vous êtes heureux de vivre dans le pays où vous vivez, nous sommes 28. Ils n'étaient pas heureux avant que tout aille bien, quand tout allait bien. Oui, mais déjà, ils n'étaient pas. On a une inaptitude au bonheur, globalement, au bonheur collectif. On est heureux, mais on n'aime pas les autres. Et quelque part, il est intéressant de se dire que la défiance
qui est en train de s'installer, y compris envers les pouvoirs publics. Regardez, je lisais ce matin dans mon TGV que Castex est le Premier ministre qui a eu la plus rapide chute de confiance de l'histoire des Premiers ministres. Faut dire qu'il n'est pas rigolo comme garçon, comme il doit en plus nous annoncer des choses difficiles. Alors, autant qu'il arrête de nous dire qu'il fabrique des cimetières, mais des cercueils, mais qu'il va essayer de tout faire pour qu'on s'en sorte vite. C'est ce que j'ai envie d'entendre moi en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qu'on doit faire tous autant entrepreneurs que nous sommes, c'est donner des perspectives, donner de l'espoir, parce que la notion de confiance va être absolument fondamentale. J'ai déjà été très long, pardon, mais je m'emporte. Alors, ce que je voulais juste ajouter, vous avez une possibilité de chat sur votre lien Zoom, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. On essayera d'y répondre au fil de la rencontre. Comment finalement expliquer, Philippe Bloch, qu'aucune pandémie précédente n'ait créé l'hystérie collective que l'on connaît aujourd'hui? C'est compliqué à dire, mais à l'évidence, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plein. Et d'ailleurs, un de mes regrets, c'est que pendant tout ce confinement qu'on a tous passé au début, en tout cas à regarder la télé, et puis très vite on a compris, vous me disiez que ça faisait 8 ans que vous n'aviez pas de télé, je disais c'est pour ça que vous avez l'air d'être en forme, parce que globalement, il faut arrêter. Enfin, moi, j'ai animé pendant 15 ans une émission sur BFM Business, qui est une antenne plutôt positive, mais elle appartient à une antenne qui s'appelle BFM TV, qui est devenue presque un monstre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant 3 mois, on vous met sur le plateau des gens qui passent son temps à se contre... et notamment des médecins. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé entendre des historiens. J'aurais aimé qu'on rappelle qu'il y a eu des pandémies, il y a eu autant de morts en 58 et que tout le monde s'en foutait. Ça ne faisait même pas partie de l'actualité. Et c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort. Et est-ce qu'on attache plus d'importance à la vie qu'avant? Non, simplement, c'est que la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une épidémie, une pandémie, est vécue sur tous les écrans du monde entier en même temps. Et que plus vous alimentez par un discours anxiogène, plus les gens ont peur. Vous savez, en France, en ce moment, il y a 3 catégories de Français. Je le sentais intuitivement. Il y a un sondage qui l'a démontré de manière absolument écrite, maintenant et chiffrée. Il y a quelques jours, ils étaient 55% avant les annonces d'hier soir. Il y a une grande majorité de Français qui disent qu'ils sont les hyper sécuritaires. En gros, on n'en fera jamais assez pour la santé. En gros, c'est le gars qui porte son masque dans la bagnole tout seul et qui continue à le porter le soir, même s'il a jamais couché avec personne. Mais le gars, c'est celui qui vient sur Zoom juste pour voir si les gens sur le plateau ont bien leur masque. C'est lui, voilà. C'est exactement lui. Ils sont 55% et je pense que comme ils sont alimentés par une peur qui s'auto-alimente, il y en aura bientôt 60 ou 65. Ensuite, il y en a une petite dizaine de pourcents, comme par hasard, ce sont les entrepreneurs. Ceux qui nous écoutent, ceux qui vont créer leur boîte et surtout continuer de créer des boîtes. Parce que si on ne vous a pas, nous, on est mort. Parce que si effectivement, si tout le monde est aux abris et a peur de tout, il y a un vrai sujet. Et puis, il y a 30% de Français, comme toujours, un peu ventre mou. Bon, c'est un peu chiant, il faut attendre que ça passe. Mais globalement, je pense qu'il faut être attentif à un truc, c'est que il y a un historien qui s'appelle Guillaume Cuchet. Et j'aimerais juste vous lire ça parce que moi, ça m'a éclairé sur notre rapport à la vie et donc à la mort. Il dit il y a 2 morts. Avant, il y avait la mort extraordinaire, c'est celle qui frappait à tout moment, une peste, un incendie quand on mangeait mal au 18e, 19e, 20e siècle. Il y a eu des guerres, c'était imprévisible la guerre. Celles-là ont quasiment disparu, en tout cas de notre monde occidental. Et la mort ordinaire, il oppose l'une à l'autre. Et écoutez ce qu'il dit de manière, je trouve, extrêmement pertinente. Il dit nos contemporains considèrent qu'ils ont en quelque sorte le droit de vivre jusqu'à 80 ans. Attendez, pardonnez-moi, il m'en manque une partie. Ouais. Non, attendez, non, il me manque le début. Il y avait un enfant sur 6 qui mourait bas âge en 1900. Oui, non, voilà ce qu'il dit en fait. Nos contemporains considèrent qu'ils sont en quelque sorte le droit de vivre jusqu'à 80 ans, âge en deçà duquel tous les décès leur paraissent plus ou moins prématurés. Il en résulte, avant 65 ans, une sécurité psychologique extraordinaire, inconnue des âges précédents. Et il continue en disant alors que dans l'ancien monde, le problème majeur était de faire face à l'imprévisibilité de la mort, le nôtre serait plutôt l'inverse, cette trop grande prévisibilité qui devient anxiogène. L'espérance de vie correspond désormais pour les individus à des dates de décès probables que chacun calcule spontanément pour son propre compte au vu du dernier état de l'indice. À la limite, on redoute plus la dégradation physique et psychique inhérente au grand âge que la mort elle-même. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En gros, vous êtes français, vous avez 60 ans, vous dites c'est bon, j'ai encore 19 ans d'espérance de vie et pour une femme, 24 ans de plus. Du coup, tout ce qui est en deçà de ça est inacceptable. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande aux gens de nous surprotéger. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui se surprotège et qui est affaibli. Parce que j'aimerais juste rappeler un truc, c'est que la peur n'a jamais empêché de mourir, mais elle peut empêcher de vivre. Et à un moment, il faut quand même se dire qu'il faut peut-être un peu retrouver le sens du risque, parce que c'est quand même, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est par l'innovation, par le risque qu'on va s'en sortir. J'étais l'autre jour avec Eric Delbecq, qui est un garçon qui est spécialisé sur les problèmes de sécurité, il s'occupe de Charlie Hebdo notamment, et il disait un truc terrible, il disait le seul endroit où on est en totale sécurité, c'est son cercueil. C'est pas très rigolo à dire, mais il a globalement raison. Et quelque part, j'aimerais juste terminer là-dessus, c'est que je pense que sur ce sujet-là, vous savez, la France est le seul pays au monde qui a inscrit dans sa constitution le principe de précaution.
Bah, c'est bien peut-être, mais c'est peut-être le moment d'y réfléchir à nouveau. Je fais un peu comme vous parfois des animations et je rencontrais l'autre jour Jean-François Clairvoy, qui est un spationaute, qui a été plusieurs fois autour de la. Il nous voyait, il tournait 450 000 fois par jour autour de la Terre, il a réparé Hubble. Et je lui disais, il a commencé sa conférence par une image de Kennedy en 60 qui dit on marchera sur la Lune avant 10 ans. Je lui dis, est-ce qu'on serait allé sur la Lune s'il y avait eu le principe de précaution? Il dit, jamais de la vie. Et il explique un truc encore plus dingue, c'est que dans tous les programmes spatiaux qui ont été mis en œuvre et qui ont profondément fait évoluer la science, et donc du coup notre confort de vie, parce que tout ce qu'on a appris de l'espace nous aide aujourd'hui à vivre infiniment plus confortablement, 80% des problèmes au début du programme n'avaient pas de solution. Donc il faut garder ça en tête, parce que pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui, n'ayez pas peur de prendre des risques. Et n'oubliez pas un truc fondamental, c'est qu'en langue anglaise, prendre un risque, c'est take a chance. Ben, ce n'est pas la même philosophie. Il y avait une question là que je vais peut-être répondre tout de suite, parce qu'on a parlé justement de cette morosité ambiante, et quelqu'un demande comment être un épiculteur dans cette période. Je vois pas, je vois rien du tout. Épiculteur. Au sens happy, Oui, dans le sens happy, ouais. Un apiculteur, pour vous, bah, déjà d'aimer ce qu'on fait, ça aide. Hein. Se lever le matin, vous savez, avoir un projet. Enfin, moi, il y a un chapitre du bouquin, ce sera mieux après, parce que tout le bouquin est construit autour d'opposition. Quelque chose versus quelque chose d'autre. Et je me suis aperçu, c'est assez marrant la façon dont on a géré, en fait, tous autant que nous étions, face à nos comportements, nos habitudes, notre caractère, cette période absolument incroyable de jours sans fin, de week-ends sans fin, de ne plus savoir si on était un week-end, etc. Il y a des gens qui se sont ennuyés, qui pour moi est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, comment peut-on s'ennuyer, quel que soit son âge? Et l'ennui est un truc vraiment intéressant, et j'ai commencé à lire pas mal de choses, et sur l'ennui, Jean d'Ormesson dit des tas de trucs passionnants. Et il a eu des phrases merveilleuses pour dire que le génie est très souvent né de l'ennui. On donne des exemples de gens incroyables. Et j'ai fait un chapitre ennui versus projet, parce que il y a rien de pire que de ne pas avoir de projet. Et je pense qu'en ce moment, c'est au contraire encore plus, quand on n'a aucune perspective, le moment de recréer des projets excitants. Et finalement, la seule chose que je reproche, moi, aux politiques, c'est absolument pas de gérer cette crise bien ou mal. J'ai aucune idée de ce que j'aurais fait à leur place, et je pense que personne ne voudrait l'être. Mais de ne pas nous donner de perspective. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quelqu'un qui se lève le matin, il ne peut pas mettre un happy quoi que ce soit un happy entrepreneur ou un happy quoi que ce soit. C'est le projet qui, en fait, crée le bonheur et donne du talent, de la vision et de l'envie de vous suivre et du charisme. Alors, on a beaucoup parlé déjà un petit peu de la digitalisation, etc., et de l'impact sur nos vies. D'ailleurs, on peut se dire aujourd'hui que ceux qui vivent dans des zones blanches, ils sont quasiment hors du monde, hein, dans ces conditions. C'est de plus en plus flagrant. Alors, quel est l'impact, justement, quelles sont les conséquences de cette digitalisation peut-être encore plus accélérée? C'était déjà le cas. Ça se complique un petit peu parce que, comme on va vouloir... Alors, parce que c'est 60% de Français que j'évoque comme hyper sécuritaires, leur obsession, ça va être de ne plus avoir de contact avec personne, d'acheter très vite, sans aucun risque, idéalement en restant chez eux avec leur masque. Et je peux le comprendre, hein, je ne critique pas, je dis c'est une réalité avec laquelle il faut travailler, parce que du coup, on va avoir un vrai sujet, c'est que de toute façon, les technologies vont être tellement présentes dans nos vies, elles le sont déjà, que la techno devient une commodité, en fait. C'est-à-dire, vous savez, l'intelligence artificielle, on ne le sait pas toujours, mais elle est alimentée par, enfin, la plupart d'entre vous le savent, qui nous écoutent. On en parle moins, hein, depuis quelque temps. On en parle moins. Je veux dire pourquoi on en parle moins, c'est qu'elle nous a beaucoup déçus. Parce qu'en fait, elle est partout dans nos vies. Ce matin encore, en regardant si mon train serait à l'heure, c'est elle qui m'a renseigné. Elle est toujours dans nos vies, absolument partout, par des applications, etc. Mais on pensait qu'elle allait nous sauver de tout. Et que les GAFAM qui nous proposaient la vie éternelle, le transhumanisme, etc., ils ont disparu. C'est pas totalement vrai, parce que n'oublions pas que si on risque quand même malgré tout d'avoir un vaccin dans les quelques mois, voire années à venir, ce qui est déjà un prodige par rapport à un vaccin comme le sida, depuis 30 ans, on n'a pas été capable de trouver quoi que ce soit contre le sida, c'est que les 3-4 boîtes qui sont en train de trouver peut-être quelque chose qui sera peut-être administré à nous tous dans quelques mois, ils l'ont fait globalement par cette gigantesque capacité mondiale à traiter de la data et à travailler ensemble, tous esprits confondus là-dessus. Mais globalement, c'est vrai que d'abord les startups ont été absentes de cette crise. Elles n'ont pas vu. On s'aperçoit, et c'est un message aussi auquel on doit réfléchir, c'est qu'il peut y avoir du startup bashing qui est un peu une tendance du moment, en partie. D'ailleurs, on avait une question là-dessus, quel est l'impact de la crise actuelle sur le schéma des startups? Bah oui, il y a du startup bashing depuis quelques mois en France, parce que la Startup Nation, c'est très excitant, maintenant ça a commencé à énerver tout le monde. Et en fait, il y a un sujet, c'est qu'on se dit finalement, elles n'ont pas changé grand-chose à part rendre nos vies un peu plus confortables. Et on s'aperçoit qu'elles n'ont pas forcément contribué drastiquement à des améliorations phénoménales sur des enjeux majeurs, et on s'aperçoit que les enjeux majeurs du moment, c'est la sécurité
sécurité, la santé, la protection, parce que les gens sont dans cette dimension un peu sécuritaire. Et les GAFAM, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont disparu de ce circuit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'ont pas apporté de réponse en rien. Pour autant, ça veut quand même dire que l'IA va changer le monde, que quand on n'est pas dans la data, on n'est pas dans la bonne direction, que de toute façon, elle change à ce point les métiers. Quand je dis que l'intelligence artificielle, la data deviennent une commodité, il y a des métiers qui sont largement condamnés. C'est-à-dire celui d'expertise comptable aujourd'hui, sur le simple aspect comptable, l'algorithme le fera infiniment mieux qu'un comptable en étant toujours de bonne humeur, toujours au bureau le matin, etc. Et c'est infiniment différent. Et donc, du coup, je ne dis pas que les comptables ne sont pas de bonne humeur, mais ils peuvent avoir leurs états d'âme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont devoir se réinventer complètement pour proposer d'autres offres, du service, de la gestion de patrimoine, de l'anticipation des besoins d'un client quand il a une stratégie de croissance externe, du build-up, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Un radiologue aujourd'hui est concurrencé par l'IA parce que l'IA, 92% de taux de succès en fait d'une lecture d'un cliché et un radiologue 75%. Résultat des courses, c'est pas par sa technique qui va faire la différence, mais par le truc du moment le plus important qu'il faut avoir en tête, les soft skills. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle et la technologie va mettre au premier rang non pas uniquement l'aspect technologique qui permet l'intelligence artificielle, mais toutes les qualités humaines. L'intelligence émotionnelle, l'intuition, la capacité à collaborer, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, la générosité, toutes ces choses qui étaient un truc en plus, ça devient le cœur en fait de la plupart des métiers. Et quelque part, ce qui est à peu près certain, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut quand même affirmer qu'aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, même pas dans 5 ans. Moi, je dis 5 ans, je veux dire pourquoi je dis 5 ans. C'est quand j'ai écrit, en fait, mon deuxième bouquin s'appelait Dinosaures et caméléons. Alors, c'était un titre à la con. Alors, je dis ça, vous savez à quoi on voit un titre à la con, c'est quand les libraires ne comprennent pas le titre. Et quand on est un auteur, je vous raconte juste un petit truc d'auteur. Vous avez écrit un bouquin, Frédéric? Non, quand vous écrivez un bouquin, vous n'ai pas le temps, mais avec la crise, on ne sait jamais. Hein. Vous allez voir. Quand vous écrivez votre bouquin, je dis le premier truc que vous allez faire quand il va sortir, vous allez être dans une librairie. Parce qu'on adore voir notre œuvre, l'œuvre de notre vie dans une librairie. En général, il n'y est pas, donc ça nous énerve. Et en général, on demande à tout le monde s'ils connaissent le bouquin. Et quand on en trouve un qui traîne sur une étagère, on le déplace sur la pile des best-sellers pour promouvoir un peu les ventes. Donc, si vous voyez un jour un hystérique qui déplace les bouquins, c'est l'auteur du bouquin en général. Et moi, je fais ça chaque fois. Et quand mon deuxième bouquin, qui s'appelait Dinosaures et caméléons, est sorti, personne n'a compris le titre parce qu'un jour, je demande à une vendeuse dans la librairie si elle connaît ce bouquin. Elle me dit qu'elle n'a pas de livre pour enfants. Donc, je me suis aperçu que c'était pas un bon titre. Moi, j'avais juste trouvé ce titre qui était sans doute un peu con, mais parce qu'un dinosaure n'est plus là et un caméléon a su se réinventer. C'était aussi bête que ça. C'était un bouquin sur le changement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été appelé par un président de chambre de commerce quand ce bouquin est sorti pour parler justement, c'était le Moyen-Âge, les années 90. Et il voulait susciter un peu les commerçants à se réinventer, en fait. Et il leur a demandé de faire un truc, il y avait 300 personnes dans la salle, il leur dit, est-ce que vous voulez bien vous lever et observer une minute de silence à la mémoire de tous les commerçants de la ville qui étaient morts au cours des 5 dernières années. C'était pas un super créateur d'ambiance. Donc on a quand même tous fait ça de manière bien élevée, on s'est rassis. Il nous a demandé de nous relever, d'observer une deuxième minute de silence en hommage à tous ceux d'entre eux qui allaient disparaître au cours des 5 années suivantes. Vous voyez, ce qui est dramatique, c'est qu'on pourrait faire ça aujourd'hui avec beaucoup de métiers, malheureusement. Si je vous dis ça, effectivement, c'est que la résilience est un élément absolument fondamental. Et il est évident que si on n'est pas capable de se réinventer, à la façon de Steve Jobs, je terminerai là-dessus, c'est que finalement, Steve Jobs, c'est un type incroyable, on le sait. Mais je me suis toujours demandé pourquoi c'est lui qui a fait l'iPhone. Et en fait, je le sais, et je vais vous le dire parce que je pense que c'est un des éléments clés de l'innovation, puisque c'est vraiment notre cœur de sujet et qui va vous accompagner toute la journée. En 2007, il a créé un truc qui était juste un téléphone différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le téléphone NAS, c'est-à-dire en gros Nokia. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. D'ailleurs, il y a toujours un idiot qui lève le bras parce qu'il reste un peu vintage, mais globalement, il a un peu disparu, Nokia. Bon, enfin, pas un vintage. Et il y avait BlackBerry avec un clavier. Il a enlevé le clavier, il a fait un écran comme ça sur lequel il a inventé ce geste qui a changé nos vies. C'était pas ça la rupture. La vraie rupture, c'était 1 an après, quand il a créé les applications et qu'il a mis de l'intelligence dans cet outil qui est devenu un outil. Moi, l'autre jour, j'ai perdu le mien, j'ai voulu tuer tout le monde pendant une demi-heure, donc qu'est-ce que je fais? Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Ma vie était finie, enfin, ma vie était terminée, parce que tout passe par là. Il n'y a pas un truc. Je voulais même appeler, d'ailleurs, je donne juste un truc aux gens, parce qu'on est tellement con quand on perd un truc. Appelez votre téléphone, il y a peut-être un gars qui l'a récupéré. C'est très con, j'ai même pas pensé. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui l'avait, qui attendait que je l'appelle, j'ai récupéré mon téléphone. Non, mais comme quoi on peut être con quand on est dans la panique. Non, mais des petits conseils, parfois, ça peut être utile comme ça. Et du coup, il a mis de l'intelligence dans l'appareil. Et puis, il a fait ce que personne d'autre n'avait fait. Et si je peux me permettre, pourquoi est-ce que les gens qui avaient inventé l'encyclopédie universaliste n'avaient pas inventé Wikipédia? Pourquoi Kodak, qui a été le premier à inventer la photo numérique, n'a pas fait Instagram?
Pourquoi Sony, avec qui je faisais du jogging avec mon Walkman, n'a pas inventé l'iPod? Ben parce qu'en fait, Steve Jobs, il avait un truc en plus. Il a toujours dit que les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Et ça, c'est la vraie innovation disruptive. Parce qu'en fait, dans le business, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, sur laquelle moi, j'ai été un défenseur acharné de l'innovation incrémentale depuis 30 ans, c'est de dire, écoutez vos clients de manière obsessionnelle. Mais simplement, vos clients, quand on les écoute de manière obsessionnelle, vous invitent à faire un peu plus vite, moins cher, la même chose. Mais ils ne vous donnent pas de faire autre chose, parce qu'ils n'ont aucune vision de ce qui est un avenir différent. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'innovation vient d'une capacité à imaginer des choses différentes, en mettant, on en parlera tout à l'heure, le client au cœur, de manière customer-centrique absolue. Alors, c'est vrai que le monde a beaucoup changé, en fait, depuis quand même toutes ces années. Si je peux me permettre peut-être d'évoquer ce sujet, parce que il y a des tendances quand même qui sont un peu permanentes et qui vont s'accélérer en fait avec ce Covid. La première, c'est que vous savez, quand le bouquin Service compris est sorti, c'est vrai que c'était un truc de dingue. Ce truc, c'était 500 000 exemplaires pendant 15 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, de toute façon, ça n'arrive qu'une fois. C'est comme Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez le coup de fou une fois, mais ça n'arrive plus jamais. On parlait de qualité de service. Aujourd'hui, on parle dans le langage de ceux qui nous écoutent de user experience, d'expérience client, ce qui est très différent. Parce que l'expérience client, l'obsession qu'on doit avoir, c'est de comprendre que c'est une espèce de vision à 360 degrés de tout ce que l'on vit, en fait, qui inclut des émotions, des échanges, pas uniquement de la technique ou du produit. On est passé à un moment, un truc important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est clairement passé de la loyauté au zapping. Il n'y a plus aucune forme de loyauté d'un client dans aucun business que ce soit. On est passé, je crois, d'une société du besoin, on n'a plus beaucoup de besoins fondamentaux qui ne sont pas résolus, à une société du désir. Et ça, c'est très, très différent. Susciter le désir et l'émotion, faire en sorte qu'on voit votre bonheur, le bonheur de son client dans vos yeux, c'est une clé du succès de quiconque veut en fait gagner et des clients. On est passé, évidemment, on parlait de clients, on parle de fans, d'ambassadeurs, d'amis aujourd'hui, un peu partout. On est passé en fait d'une société de preneurs de commandes à offreurs de solutions. C'est très important. Vous savez, lorsque je parlais de Bernard Darty, qu'est-ce qui a fait sa différence? C'est pas que le contrat de confiance. Ça a été le premier de l'histoire de la communication en France, non pas à communiquer alors qu'ils vendaient des machines à laver et des frigos déjà, non pas sur des machines à laver et des frigos, mais sur la qualité de service du frigo permettant de le réparer un dimanche matin, alors qu'à l'époque, il ne se passait strictement rien dans le dimanche. On est passé également, et c'est un truc important évidemment, du monocanal à l'omnicanal, mais toute cette génération qui nous écoute le sait pertinemment. On est passé, alors, un autre truc important, me semble-t-il, deux choses importantes, c'est qu'avant, on nous comparait à quelqu'un qui faisait le même métier que nous. Aujourd'hui, on nous compare au meilleur de tous nos fournisseurs. Et malheureusement, le référent absolu, c'est Amazon. Ce qui est terrifiant, parce qu'ils sont exceptionnels. Qu'on les aime ou non, ils sont exceptionnels. L'autre jour, j'ai acheté un écran sur Amazon. Je le branche, il était vert. Je ne sais pas ce qui se passait. J'appelle Amazon, enfin pas Amazon, j'appelle LG qui me dit il faut que vous achetiez, je ne sais pas, changer le truc. Elle ne connaissait rien, la fille qui avait vendu l'écran, LG. Et j'appelle un de mes copains qui m'était complètement couillon il faut que tu achètes un câble HDMI DVI. Bon. Je vais à la FNAC, il me dit ça coûte pas cher, c'est à la FNAC. Je descends à la FNAC à Paris, les gars me disent ouais, j'en sais rien, c'est au fond, allez voir, il y en a peut-être. Mais très accueil extrêmement pro. Il n'y avait pas un câble, je repars devant les trois types qui continuent à papoter, je leur dis merci, ils me disent de rien, enfin effectivement absolument de rien. Ils me disent mais allez chez Darty, c'est nos cousins maintenant, ils sont juste à côté, donc je vais chez Darty, c'était les mêmes trois couillons qui papotaient sans m'aider. Je vais là-bas, il n'y avait rien, et je rentre chez moi comme un couillon sans mon câble. Et je retourne sur Amazon. Il était 15h, lundi après-midi, Paris, 15h. HDMI DVI, 5,49 € en prime, abonnement prime, livraison gratuite, livraison à 19h. Comment vous résistez à ça? Parce que les nouveaux référents, ce sont ceux-là. C'est-à-dire qu'il faut être au niveau des meilleurs et se rendre compte qu'en fait, la concurrence, ce n'est pas le type qui fait le même métier que vous, c'est toute occasion qu'ont vos clients de dépenser leur argent. Vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes vendeur de voitures, votre concurrent, c'est le vendeur de... Enfin, aujourd'hui, c'est le concurrent de personne, parce que de toute façon, on n'achète plus de voiture, on ne fait plus de piscine non plus, à cause de tout ça. Mais il faut bien se dire que le concurrent de la voiture, c'est la piscine, parce qu'on ne va pas faire la même année les deux. Et si on va dans une concession automobile et que l'expérience client n'est pas enthousiasmante, et je dis bien enthousiasmante parce que j'aimerais aussi, ça c'est une idée que j'ai oublié de dire tout à l'heure, le sous-titre de mon premier bouquin, qui avait eu du succès parce que beaucoup d'entreprises avaient fait leur projet d'entreprise de cette phrase, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». C'était efficace à l'époque. C'est complètement nul aujourd'hui, parce que c'est insuffisant. Je devais le réécrire, je dirais les clients enthousiastes font les entreprises pérennes. Enthousiasme et satisfaction, c'est pas pareil. L'enthousiasme, c'est la fidélité, l'envie de dépenser mon argent avec vous, de rester longtemps avec vous. Et gagnant versus pérennité, c'est que rien n'assure de la pérennité si on n'a pas tout ça en ce moment. Alors, qu'est-ce qui ne change pas finalement et qu'est-ce qui ne va pas changer?
Je vais être très rapide là-dessus. J'aimerais dire que le seul truc qui change vraiment pas, c'est que la fidélité est toujours plus rentable que la conquête. Ça, faut pas l'oublier. Un client fidèle est le client le moins cher du monde. Ça coûte, quel que soit votre métier, n'oubliez jamais ça coûte 5 fois plus cher de recruter un client que d'en fidéliser un. Il faut bien avoir ça en tête. Il faut tout faire. Vous savez, l'autre jour, un autre élément exactement inverse d'Amazon, pendant le confinement, je ne sais pas si vous avez été comme moi, on a consommé beaucoup de papier, d'imprimantes chez nous. Moi, je n'avais pas l'habitude de consommer autant à la maison. Il n'y avait plus de cartouches d'imprimantes chez les fournisseurs. On n'en trouvait pas. Et à un moment, j'en trouve un chez JPG. On n'allait jamais chez JPG, vous allez voir pourquoi, qui est un fournisseur de... Enfin, je ne dois pas les assassiner comme ça, mais ils le méritent. Ils méritent qu'on dise à la personne qui a pris cette décision stupide de m'envoyer promener qu'il ne faut pas acheter dans des boîtes comme ça. Elle me dit, alors j'en trouve par miracle 3, je commande, il m'envoie dans une enveloppe coupée à moitié en deux, il manquait les 2 des 3 imprimantes. Bon, je finis par les appeler, elle me dit, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous qui les avez mis dans un coin? Je dis, madame, je suis client, ça coûte 14 € le truc. Elle me dit, je veux bien éventuellement vous la rembourser, mais il faut que vous me fassiez une attestation sur l'honneur avec une copie de votre pièce d'identité, etc. JPG, mesdames et messieurs. Restez chez Amazon, que vous les ayez mis ou pas. C'est une boîte qui ne nous mérite pas, on doit la quitter. Et quelque part, je pense que ces boîtes-là, elles sont victimes du truc qui est terrifiant dans les grandes entreprises. C'est que le bon sens est vaincu par les process. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un secret absolu qu'il faut que vous conserviez, c'est que quand vos boîtes vont grandir, et je vous le souhaite, parce qu'on est là pour faire grandir les startups, vous allez générer de la complexité, parce qu'une boîte, c'est complexe. Et plus les boîtes grandissent, plus elles génèrent de la complexité, et plus elles créent des process qui vont à l'encontre du bon sens. Donc, une des clés de succès, et ça, c'est ça qui ne change jamais, c'est que le bon sens sera toujours supérieur au process. Alors, vous dites finalement dans ce monde de changement qu'il faut être optimiste, qu'il faut se comporter en entrepreneur, pardon, et mettre le client au cœur de nos préoccupations. Mais finalement, les entrepreneurs, notamment ceux qui nous écoutent, sont naturellement optimistes. Non, c'est pas si simple. Si, bien sûr qu'ils le sont, sinon ils ne feraient pas ça. S'il y a un métier qui nécessite d'être optimiste en toutes circonstances, c'est le nôtre. Mais la France ne l'est pas. Il faut quand même reconnaître que la France est un pays profondément dépressif chronique quand même. On est le premier consommateur d'antidépresseurs. Vous savez, il y a quelques années, pourquoi j'ai écrit ce bouquin, Ne me dites plus jamais bon courage, c'était en 2013. Et je suis assez malheureux et heureux. Malheureux de ce qui nous arrive, heureux parce que ça redynamise les ventes en ce moment du bouquin. Mais parce que vous avez dit tout à l'heure, on a le droit de le dire, bon courage. C'est drôle parce que du coup, je me suis battu pour qu'on ne le dise plus. Je vais vous dire pourquoi j'avais donné ce titre. Mais j'ai reçu plein de mails pendant le confinement de gens me disant, est-ce que j'ai de nouveau le droit de le dire un peu? Alors je dis, bon, allez, à titre temporaire, on l'autorise, mais n'en abusons pas quand même. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai écrit ce bouquin pourquoi? Pour 3 choses. La première fois, c'est que cette histoire de bonheur, ces Français qui seulement à 28%, le 28e sur l'échelle du bonheur, me trottinent dans la tête. C'est pas possible qu'on soit malheureux dans un pays comme la France. On est même derrière les Afghans, etc. Quoi, hein. Ah ouais, voilà, c'est l'étude des Afghans, typiquement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait une étude en même temps, c'est à la même époque, qui montrait que les Afghans et les Irakiens étaient plus optimistes sur leur avenir que les Français sur le leur. Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous allez parfois en vacances à Kaboul. Mais enfin, je veux dire un truc, c'est plus sympa d'acheter un cannelé à Bordeaux qu'un loukoum à Kaboul, où ils pètent le feu, nous on pète de trouille. Donc il y a quand même un problème. Et on est donc pétochard. Et un autre sujet, c'est qu'il y avait un philosophe que j'entends dire un jour, la France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé. Mais c'est dramatique, mais c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, et un matin, à La Défense, je suis dans un ascenseur pour aller rencontrer le patron d'une grande boîte. On était une dizaine dans l'ascenseur et tout le monde se souhaitait bon courage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans cette boîte? Ambiance de merde, quoi. Et je me dis, c'est quand même bizarre. L'après-midi, je prends un avion pour aller à Marseille. Et j'aime bien être assis au premier rang quand je peux m'enregistrer un peu en avance et que le rang est libre. Et j'étais au premier rang, donc proche du cockpit. Il ferme en fait la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. Et là, on s'est dit, il y a peut-être un pépin, on était emmerdés, on était tous un peu inquiets. Bon, on est arrivé en bonne santé. Et à Marseille, je prends un taxi, le gars me souhaite bon courage en guise de bonne journée. Et là, ça m'a éclairé parce que je me suis dit, mais waouh, je n'avais même pas perçu que, sans qu'on s'en aperçoive, sans que ça choque personne, bon courage avait remplacé bonne journée. Or, le courage, je vous rappelle quand même un truc, c'est que le courage, c'est fait pour affronter l'adversité. Donc, vous dites à quelqu'un que vous aimez bien le matin, bon courage, c'est quand même Coco, tu vas en chier, il faut juste quand même l'avoir en tête. Et quand on dit également, c'est la phrase la plus débile du monde de l'entreprise le matin, comment ça va? Vous avez conscience que tout le monde se fout absolument de votre réponse, donc c'est pas la peine de poser la question. Mais quand on vous répond en début de semaine comme un lundi, vous êtes à moins 20% de l'objectif. Quand l'autre à côté vous dit, tu sais, moi, vivement le soir qu'on souche, on est à moins 40. Et quand un gars un peu plus âgé vous dit, tu sais, moi, vivement la retraite, on est à moins 60 et la boîte ne fera pas les 5 prochaines années. Un jour, j'ai dit ça dans une entreprise et quelqu'un est venu me dire, moi, j'ai quitté une entreprise que je détestais parce qu'on avait une tradition qui était horrible. Tous les mercredis matins, on faisait une fête à midi.
pour célébrer ce qu'on appelait la bascule. Vous voyez, mercredi, on a fait le plus dur, on bascule vers le bon côté. On bascule vers le... C'est dramatique. L'autre jour, j'étais chez des experts comptables, il croise un client, il dit « Vous allez bien ?» Le gars lui dit « Je fais aller. » Faire aller, c'est pas une vie. Enfin, c'est se lever le matin pour faire aller, c'est quand même dramatique. Donc, il faut faire attention, et ça, c'est mon conseil, mais numéro 1 de la matinée, c'est que vous serez heureux si vous arrêtez de parler triste et déprimant. J'ai écrit pendant 10 ans une chronique, vous l'avez dit, rappelée dans le magazine L'Entreprise, après l'expansion, qui est mort aussi. D'ailleurs, je pense que je porte la chkoumoune à la presse française, parce que tous ceux dans lesquels il reste les Échos quand même. Comment les Échos après, oui. Mais à l'entreprise, j'ai essayé pendant 10 ans. Et un jour, je n'avais pas de sujet. J'étais en TGV en train de trouver un thème. Et j'avais, comme ce matin, là, on n'était pas nombreux, mais il y en avait 2 qui parlaient très fort. Les plus matinaux sont les plus bruyants en général. Et dès que l'un disait un truc, l'autre lui disait oui, mais le problème, c'est que c'est insupportable. Regardez tous les entrepreneurs qui ont un projet qui nous écoutent là. Ils ont au moins eu depuis quelques semaines, mois, années, 10 couillons qui vous ont expliqué par A plus B pourquoi ça ne marchera jamais. Cette phrase qui est destructrice de rêve. Les mêmes qui vous disent c'était mieux avant. C'est insupportable de dire c'était. Alors c'était mieux avant par rapport octobre versus l'an dernier en octobre. Oui, c'était beaucoup mieux avant l'an dernier. Mais sur le principe de c'était mieux avant, il faut inviter les gens à relire un bouquin sur l'histoire du XXe siècle et se concentrer sur les 50 premières années. En 1720 ou en 1730, l'espérance de vie d'un Français était de 25 ans. Je voyais l'autre jour un cartoon du New York Times, un couple qui est à moitié à poil dans sa grotte, et le type dit à sa femme, tu vois, je comprends pas, on fait du sport, on mange bio, il n'y a pas de diesel, on meurt à 20 ans. Bah oui, Coco, c'est la préhistoire, il faut juste le savoir quand même. Donc, quelque part, non, c'était pas mieux avant, et il faut quand même rappeler qu'on est dans un océan de possibilités aidé par le numérique pour créer des tas de choses. Il faut arrêter de dire on a toujours fait comme ça. Ça, c'est une aberration. Il faut arrêter de dire le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il faut arrêter de dire petit tout le temps. On est dans un pays où on petit déjeune, on fait des petits SMS, des petites bises, un petit déjeuner aux petits oignons avec un petit vin de pays, c'est insupportable. Alors, c'est vrai qu'il y a les grandes vacances, ça c'est un truc français, mais que j'aime bien aussi, et j'ai rien contre les vacances, mais je pense que dire petit tout le temps ne peut que briser la nature de nos rêves. Et les réseaux sociaux ont fait du mal aussi à ce niveau-là, au niveau de la confiance, au niveau de la manière d'être. Ça, c'est un autre sujet qui est d'autant plus dramatique en ce moment. Parce que, je veux dire, j'étais à Bruxelles avant-hier et un taxi m'a tenu la jambe pendant 30 minutes de théorie complotiste sur ce virus qui a été créé par Bill Clinton, par Microsoft, le fou furieux, le gars. Et il passe sa vie, il dit, mais j'ai lu sur Facebook qu'ils ont peut-être mis un virus, une puce dans le virus pour maîtriser notre cerveau, tout ça, c'est guidé par des gens qui veulent qu'on soit pauvres et qui nous mettent... C'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a un chapitre du bouquin, ce sera mieux après, sur fake news versus real news. Mais quand on a un fou furieux comme cet abruti de Trump, qui est capable en permanence d'insulter les médias, fake news, everybody, etc., mais c'est dramatique, parce qu'on arrive effectivement à ne plus avoir confiance en personne, et les esprits un peu moins éclairés, et certainement pas ceux qui seraient aujourd'hui dans cette salle de Sciences Po avec nous, peuvent très très vite dériver sur des choses comme ça. Il faut choisir, vous avez été journaliste pendant très très nombreuses années, informer est un métier. Il faut qu'on fasse attention à nos sources d'information. Les réseaux sociaux, c'est une formidable caisse de résonance pour la liberté d'expression. Évidemment, il faut absolument avoir ça. Mais il ne faut pas mélanger. Ce ne sont pas des médias. Et je pense qu'effectivement, il faut être très prudent parce que, vous savez, on est très, très, très vite victime de ce langage négatif. Moi, honnêtement, je vais être un peu violent, mais je pense qu'il y a des gens qui sont toxiques. Vraiment. Alors, je pense qu'il faut les éliminer, personnellement. Enfin, pas physiquement, hein. Je ne veux pas les éliminer physiquement, mais qu'il faut les éliminer de notre environnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est entouré de gens toxiques ne peut pas vraiment s'épanouir dans le contexte qui est le nôtre, qui va nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie, d'implication et de courage. Mais il faut du courage, mais il ne faut pas se le souhaiter. Dans votre conducteur, vous l'aviez cité David Douillet. Pourquoi vous vouliez parler de David Douillet? Oui, non, Douillet, parce que David Douillet, qui était un idole des Français pendant des années, surtout quand il était judoka, un peu moins quand il était ministre, était moins intéressant à l'époque. Il était moins intéressant comme ministre que comme judoka. Il expliquait comment il était devenu champion olympique. Il dit, je l'avais décidé. Parce qu'il disait, en gros, il n'y a plus d'obstacles sur mon chemin, alors que sur le chemin de ceux qui avaient décidé de devenir champion du département, moi, c'était la première marche du podium olympique, chanter la Marseillaise. Ben, je veux dire, face à ce putain de rêve-là, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, champion du département, franchement, c'est pas si excitant, je peux peut-être aller faire de la guitare, quoi. Parce que c'est ça le truc. Et ça nous rejoint, ça nous amène sur finalement l'esprit d'entreprise. Voilà. Alors l'esprit d'entreprise, justement, normalement, c'est pareil. C'est un peu comme la volonté d'avancer. C'est propre à tous les entrepreneurs. Oui, bien sûr. Mais entreprendre, c'est accepter l'adversité.
Vous évoquiez Columbus Café. Moi, Columbus, c'est l'aventure la plus passionnément difficile de ma vie. Pas compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus de 200 magasins, c'est une très belle boîte. Je l'ai perdu, puisque je peux le rappeler ici, et beaucoup de gens le savent. C'est une entreprise que j'ai créée en 94. En 93, je découvre Starbucks, 200 magasins aux États-Unis. Rien, 30 000 aujourd'hui. Le café gourmand à emporter était une aberration en France. J'ai entendu 10 ans de gens me disant mais jamais un Français ne se promènerait avec un café latte. Ils ne connaissaient même pas, c'est nous qui avons introduit les expressions café latte, cappuccino, barista, etc. Et donc je me retrouve face à une adversité absolue en disant il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Et en 94, je pars d'un rêve, une vision, une ambition, faire passer chaque jour, introduire ce concept avant tout le monde, parce que j'ai toujours pensé que, vous savez, en matière de business et de start-up et de stratégie ou d'innovation, il y a un vrai concept. Le first mover advantage, l'avantage au premier attaquant. C'est-à-dire que si on innove et qu'on est dans la rupture, ben, il faut y être, bien sûr, au bon moment, et il faut être le premier à le faire. Premier, c'est vraiment important. Mais le timing est aussi important parce que finalement, Columbus, c'est ça, c'est être le premier à réinventer le marché des cafés. 500 000 cafés en France, il en reste 32 000 aujourd'hui, donc il fallait réinventer ce marché. C'est un concept sympa, sur une vision, faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ce n'est pas le même métier que de vendre du café. C'est-à-dire tout d'un coup, vous donnez à des baristas payés au SMIC un peu de sens, un peu de vision, un peu d'envie de plutôt créer du bonheur que de fabriquer des cafés. On lance en 94. Au bout d'un an, 2 magnifiques magasins plantés. 3 erreurs, trop tôt. En matière d'innovation, le temps est fondamental. Trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est trop tard. Trop vite. Les gros du marché, les Paul Le Boulanger, les Brioches Dorées, ont mis 10 ans avant d'intégrer dans leur gamme toute cette capacité de café aujourd'hui. Et puis, si vous êtes, mesdames et messieurs, dans le retail, bien qu'en ce moment, ce ne soit pas le truc le plus facile, le commerce, location, l'emplacement. On est à Paris, dans un endroit sublime qui s'appelle le Passage des Princes, mais il ne passait jamais personne. En langage commerçant, ça s'appelle à l'abri du pognon, très à l'abri du pognon. Et à Euralille, qui est un centre commercial magnifique, abominable, fait par Jean Nouvel, qui était un désastre absolu. Donc, on est planté. On démarre planté, après avoir mis en gros 1 million à l'époque, à l'époque c'est des francs, mais enfin beaucoup d'argent. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est génial, c'est que le rêve était intact. Et en fait, moi, j'ai appris 3 trucs qui sont fondamentalement pour moi peut-être les seuls messages intéressants de la matinée en ce qui me concerne pour vous, parce que j'ai appris dans l'adversité 3 trucs. La première chose, c'est que j'ai révélé en moi ce que je ne savais pas que j'avais, mais que l'adversité a révélé. C'est pour ça que quand je dis acceptons la peur, vivons avec la peur, acceptons la peur paralyse nos émotions, donc libérons-nous de tous ces emmerdements, de ces trucs qui nous paralysent l'esprit, parce qu'il se passe un truc génial dans l'adversité, c'est que un entrepreneur, c'est un importateur d'emmerdement et un exportateur d'enthousiasme. Moi, j'ai écrit un bouquin qui raconte l'histoire de Columbus, qui est sorti, qui s'appelait Bienheureux les fêlés, justement. Et mon épouse, qui est américaine, qui parle très très mal français, l'a jamais lu. J'en suis ravi, parce qu'en gros, elle a jamais su tout ce qui nous est tombé sur la tête pendant toutes ces années. Elle a rien vu parce que j'ai réussi, et c'est sans doute ma plus grande fierté, dans tous les emmerdes et les conneries que j'ai pu faire dans ma vie, de rentrer tous les soirs pendant 10 ans à la maison sans emmerder personne avec mes histoires. C'est fondamental. Mais c'est facile, parce que ça devient un style de vie. Enfin, on se renforce là-dessus. Le deuxième truc, j'ai découvert le pouvoir de la passion. J'aime pas dire ça parce que c'est provoquant et en même temps je le fais volontairement. Quand on est passé aux 35 heures en venant de 39 heures, les gens qui nous écoutent étaient nés aux 35 heures, moi pas à l'époque. On avait une centaine de personnes, de baristas, de collaborateurs. Il y en avait 2 ou 3 qui me disent moi je suis fatigué en 35 heures, ce qui est techniquement impossible d'être fatigué en 35 heures. Moi j'en faisais 80 heures par semaine, j'étais pas fatigué. C'était de ma faute s'ils étaient fatigués. J'assume la parfaite responsabilité, c'est qu'ils n'aimaient pas le job. J'ai pas su leur donner l'envie, la passion de l'aventure commune au service de nos clients. J'ai mérité qu'ils me disent ça, absolument. Mais j'ai découvert surtout un truc beaucoup plus puissant, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui. Et quand on est passionné, je vais vous dire un truc, il n'y a pas d'obstacle. Et dernier truc, et ça c'est la bonne nouvelle si vous avez moins en moins d'argent, et ça risque d'être le cas dans les semaines et les mois à venir, c'est pas très grave, c'est que quand on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir. Et elle révèle du talent. Ou en tout cas, la contrainte libère le talent, en fait. Et du coup, on a pivoté. Aujourd'hui, on dit pivoter. C'est-à-dire qu'on était des magasins sur rue, mal placés. Je me suis dit, bon, on a un très bon concept, mais on n'a pas de flux. Donc, allons vers le flux. Je contacte la FNAC. Je dis, est-ce qu'on peut installer des cafés dans les FNAC pour nous sauver au début, comme rebond. C'était notre pivot à nous. Et si je le raconte, c'est que j'aimerais juste terminer sur le thème de l'échec, avant peut-être de parler encore très rapidement du client et du service. C'est que j'ai vécu 2 fois la confrontation à l'échec. La première fois, en allant voir le patron de la FNAC pour dire, voilà, j'aimerais bien installer des cafés dans la FNAC. Et puis, il nous aimait bien parce qu'il avait vu le magasin, il aimait bien mes bouquins, etc. Et il me dit, je vais vous faire confiance, je ne devrais pas, parce que je sais que vous êtes en très mauvaise santé financière,
Mais il y a un truc que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez fait l'ESSEC en 82, bon, je m'en fous un peu, mais ce que je préfère, c'est que vous avez fait l'échec en 95. Il trouvait ça rigolo, lui, le concept ESSEC-échec, moi, un peu moins à l'époque. Mais il m'explique qu'un truc fondamental que j'aimerais vous faire partager, au moins que si je peux vous livrer ce qu'il m'a, lui, appris, c'est qu'on n'apprend jamais rien de ses succès. Rien. Je ne peux pas vous dire ce qui a marché dans ma vie. Pourquoi service compris, je ne sais pas, je ne sais pas. De l'intuition, si je sais que je suis intuitif. Mais autrement, j'en sais rien du tout. Par contre, les échecs, je fais jamais 2 fois les mêmes. Et quand j'ai été viré 10 ans après par mes actionnaires, parce que pour grandir, quand Starbucks est arrivé, il a fallu qu'on prenne l'argent des autres dans une boîte qui ne gagnait pas encore assez d'argent. J'ai accepté de le faire, donc je ne me plains pas. C'est le job de l'entrepreneur. J'ai fait l'erreur de ne pas être suffisamment rentable, suffisamment vite pour pouvoir me passer de l'argent des autres. Sauf que lorsque vous perdez la majorité de votre boîte, c'est les autres qui ont le pouvoir. Et quand il y a un clash, c'est vous qui partez, ce qui m'est arrivé en 2004. Après, j'ai vécu 1500 vies encore plus passionnantes. Je n'ai aucun regret. En 15 jours, je suis passé à autre chose. Mais ce qui est marrant, c'est le regard que les gens ont porté sur ce départ, qu'ils considèrent comme un échec, au point où un jour, je reçois un coup de fil. J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est tellement marrante. Enfin, moi, elle me fait marrer encore après. Le courrier des cadres. Ça, c'est un journal hallucinant. Courrier des cadres. Déjà, le mot truc de cadre, moi, ça me fascine. Vous savez qu'en France, il y a plusieurs définitions du mot cadre, mais il y en a une dans le dictionnaire qui est une structure rigide qui entoure du vide. Alors, c'est quand même bizarre comme mot. Mais enfin, bref. Donc, ils ont un journal, ces mecs-là, qui s'appelle le Journal des cadres. Et je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef du Journal des cadres, juste après m'être fait virer de Columbus. C'est le moment où j'ai démarré mon émission sur BFM Business, qui me dit, voilà, je vous appelle parce qu'on fait dans 15 jours une émission sur le thème de l'échec. Et on aimerait une couverture sur le thème de l'échec. On a pensé à vous en couverture. Alors, j'ai écouté, je réfléchis et je vous rappelle. Je l'ai fait, mais évidemment, je l'ai fait parce que pour moi, notre succès à nous, c'était quoi? C'était dans l'adversité, d'avoir créé autour d'un projet partagé autour de valeurs fortes et éminemment customer-centriques, un rêve qui subsiste aujourd'hui et qui fait vivre probablement 2500 personnes sur 200 magasins et qui continue à très bien se développer, y compris sans moi. Je suis heureux d'en rester actionnaire, même très dilué, mais je suis très fier de ce qu'ils ont réussi. Et donc, c'est une très belle aventure. L'échec endurci, entreprendre aguerri, surprotégé, affaibli. Mais on n'a pas une culture de l'échec en France. Pas assez. Take a chance. Ouais. Take a chance, prendre un risque. Alors, vous dites qu'il faut mettre le client au cœur de nos préoccupations. Ça ne peut pas simplement passer par leur proposer des cafés. Hein. Non, malheureusement, ce n'est pas si simple. Non, comme il nous reste très peu de temps, peut-être 3 idées clés. La première idée clé fondamentale pour enthousiasmer ses clients, c'est lié. Alors, c'est quoi l'enthousiasme? C'est faire plus que ce que le client attendait, en fait. C'est-à-dire, en fait, les Américains ont une formule très simple qui est under promise, over deliver. Ne pas trop promettre et délivrer plus que ce qu'on a promis. C'est très simple. Mais quand vous attendez peu, si vous avez beaucoup, on fait waouh. Ça s'appelle l'effet waouh. Voilà, c'est la définition de l'effet waouh. Pour ça, il y a 3 trucs. Premier principe, la simplicité. C'est quoi? C'est un mélange de simplicité et de complexité. C'est-à-dire que dans un monde de plus en plus complexe, et Dieu sait si ce monde en ce moment est complexe pour nos clients, ils attendent de nous que nous leur simplifions la vie. Sauf que, bad news, simplifier la vie d'un client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Et du coup, il faut prendre sur soi, en fait, tous les emmerdements de la vie de votre client. Je vous raconte juste une anecdote très brièvement qui vous explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Valeur versus process et simplicité. Je loue beaucoup de voitures, j'en ai jamais eu de ma vie, j'en loue autant qu'il est nécessaire. Chez Hertz, il y a quelques années à Toulouse, un soir ou un matin, un samedi matin hivernal de décembre, je rends une voiture à l'aéroport de Toulouse, je ferme la voiture à clé et j'oublie en fait ma veste à l'intérieur après l'avoir fermée et mis la clé dans la boîte. Je me dis, ah merde, il faut que j'ai un truc. Alors je rentre à Paris et je me dis, je vais appeler Hertz. Sauf que Hertz Toulouse, pas simple. Vous êtes sur une plateforme, moi je veux voir le gars, et puis vous savez, tu veux une facture, tu veux une bagnole, non, moi je veux ma veste à Toulouse, mais il n'y a pas le 14 direct, donc c'est juste insupportable. Je tombe sur un gars qui me dit, ah oui, on en a entendu parler, rappelez-moi peut-être cet après-midi. Alors, je dis, sur quel numéro? Il me dit le même. Je dis, bah, je ne suis pas dans la merde. Je tombe sur le même, et il me dit, oui, bonne nouvelle, on a trouvé votre veste. Je dis, bon, comment va-t-on faire? Il me dit, ça va être très simple, vous allez aller chez à la Poste à Paris, envoyer une boîte Colissimo et me la renvoyer. Je dis, mais il est complètement con, le gars. Parce que la boîte Colissimo ne revient jamais, vous savez, c'est un truc one way, en fait. Mais ça ne l'effleure pas, le type. Je dis, mais c'est complètement con. Vous avez mon numéro de carte de crédit, pourquoi vous n'allez pas à la Poste à Toulouse, vous me le facturez, je comprends très bien, même votre temps. Il me dit, je n'ai pas le droit de débiter votre carte de crédit pour ce type de transaction. C'est quand même abominable. Et je dis, mais comment voulez-vous que je vous l'envoie? Il me dit, c'est pas mon problème. Je dis, oui, mais ça va bientôt être le mien. Alors, il dit, comment va-t-on faire? Il me dit, allez dans votre cave, vous achetez une petite boîte, une grande boîte, vous m'envoyez les deux, j'enverrai la troisième. Enfin, le malade mental. Je vous dis ça parce que ça, c'est le genre de boîte qu'on doit fuir.
Quand vous allez rendre un truc sur Amazon, je ne suis pas un porte-étendard d'Amazon, mais ils vous impriment une étiquette gratuitement, vous le déposez à la poste et vous regardez un truc, tiens, je viens d'être remboursé sur ma carte alors qu'ils n'ont même pas encore envoyé le colis. C'est ça la confiance. La simplicité, c'est ça. Deuxième élément, c'est rendre tangible l'intangible. Le service, en fait, c'est pas des mots, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ben, il n'y a que des preuves de service. Vous savez, lorsque j'ai interviewé Jean-Claude Decaux, il est devenu le roi du mobilier urbain parce qu'il m'a dit mes camionnettes sont toujours impeccables. Et je veux que tout ce qui incarne ma marque soit impeccable. L'autre jour, je voyais un camion de déménagement dans une rue de Paris, je le suivais en scooter, le mec devait avoir 2 litres d'alcool dans le sang. Le camion était dégueulasse, il y avait écrit « Nous prenons soin de vos meubles comme si c'était les nôtres ». Et ben, je veux dire non, parce qu'on incarne des choses, rendre tangible l'intangible. Et le troisième truc, dernier, je termine là-dessus, chaque client est unique. Et c'est très intéressant parce que moi, il y a une boîte qui me fascine, c'est Netflix. Je veux dire pourquoi? D'abord parce qu'elle s'est réinventée 15 fois. Ils ont vendu des DVD dans des magasins. Après, ils les ont livrés à domicile. Après, ils ont fait venir en streaming le contenu. Maintenant, c'est le plus gros producteur de films du monde avec 18 milliards d'investissements. Et ce monsieur que je ne connais pas, j'ai toujours du mal à me rappeler son nom, je crois que c'est Reed Hastings, qui a créé une boîte absolument incroyable. Tous les jours, il l'a fait encore ce matin, m'envoie des recommandations de trucs dont je ne savais pas qu'il me connaissait aussi bien, que j'allais adorer. Et plus je le consomme, plus j'aime ces trucs. Mon épouse, que j'adore, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, elle continue à me faire des trucs que je n'aime pas. C'est quand même dingue. Et le mec avec la data me connaît mieux qu'elle. Enfin, c'est dramatique, mais c'est génial. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la technologie permet de remettre de l'humain en fait, dans la relation unique. Quand j'ai ouvert le premier Columbus Café, le patron de McDonald's France que j'avais invité m'a dit, tu sais, chez nous, McDonald's, tous les jours, on vend 62 millions de hamburgers. Mais un par un. Ben, c'est ça la clé, en fait. Et les Américains ont découvert, dernière anecdote, les random acts of kindness. C'est en fait des actes aléatoires de gentillesse. C'est l'histoire d'une société qui fabrique des grillades, Morton's. Un de ses clients, un jour à l'aéroport, dit « Je me taperais bien un T-bone de chez Morton's ». Et à l'arrivée à l'aéroport, il l'avait repéré, il lui envoie un T-bone qu'il attend à l'aéroport. Le mec était juste un illustre inconnu, mais il était dans le programme de fidélité. Ben, ça n'existe pas en France. J'ai testé d'ailleurs parce que j'ai envoyé un tweet l'autre jour en disant « Je me taperais bien une entrecôte de chez Courtepaille ». Ben, il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, la technologie aujourd'hui nous permet d'être au contact de nos clients de manière extrêmement émotionnelle. Donc c'est ça au fond. Under promise over deliver, simplexifiez la vie de vos clients, rendez tangible l'intangible et traitez chacun de vos clients comme s'il était unique. Il nous reste, on est dans la dernière minute. Un mot pour conclure. Vous avez envie de leur dire quoi? Non, 2 citations. Pas de mots, je crois que je vous ai dit, j'ai un peu accéléré le débit pour en dire le maximum en 1 heure, mais tant pis, j'assume. Non, 2 phrases de la seule personne qui a été, non pas un mon mentor, mais moi, j'ai jamais eu de patron, en fait, à part mes 3 premières années, mes 3 seules années de salarié, en fait, à l'expansion, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait Jean Boissonnat, qui était c'est de notre génération, un fantastique rédacteur en chef, un des plus grands journalistes économiques français, et Jean-Louis Servan-Schreiber. Et Jean avait toujours des belles formules, et je trouve qu'il en a eu 2 qui m'ont longtemps marqué, mais qui sont très bien pour en ce moment, je trouve, par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête. La première, c'est aussi simple que de dire « Je ne nie pas l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité ». Je trouve que c'est un bon encouragement du matin au lieu du bon courage. Et l'autre qui est historique pour moi parce qu'elle ne m'a jamais abandonné cette phrase, Jean Boissonnat a toujours dit en économie, quand on craint le pire, on le fabrique, et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Donc je pense qu'on peut rester sur 2 citations plutôt que de nouvelles idées. Merci beaucoup, Philippe Bloch, et puis merci à vous toutes et à vous toutes derrière votre écran de nous avoir suivis pour ce moment un petit peu particulier, mais j'espère que vous l'avez autant apprécié que je l'ai apprécié. Merci à vous.